Lorsqu'on rencontre David et Anna, au fin fond du Choco, ça fait déjà quelque temps que j'ai envie de me servir de mon micro et d'essayer de raconter la Colombie sous un jour différent. Comme je vois que David est à l'aise et intéressant et qu'il parle un très bon français, j'ai instantanément envie d'enregistrer une conversation là, dans ce minuscule village d'El Valle, au bout du monde. Je propose donc une courte interview le soir même, entre débutants, et il accepte. Et quand je dis le bout du monde, en fait, c'est que le bout du mien, le bout de son monde à lui, et probablement ailleurs. C'est ce joli décalage-là, moi, que je veux enregistrer. Parce qu'on a tous les deux 32 ans, que j'arrive tout juste en Colombie, alors que lui s'apprête à la quitter, et qu'on aurait pu ne jamais se rencontrer. Mais lorsqu'on s'installe sur la terrasse, il est déjà très tard, on est sous le toit en tôle et on est face à la baie d'El Valle qui est plongée dans l'obscurité. Il se met à pleuvoir des seaux d'eau. Je branche le micro et on décide d'y aller quand même. Il fait bon et on a le temps. Donc, dès que je suis né dans l'année 90 jusqu'en 2010, j'ai vécu en Colombie. Okay. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu une bourse pour étudier au Brésil. Donc, je me suis déménagé au Brésil. Donc, dès que j'avais 20 ans jusqu'à 23, j'ai fait ma maîtrise au Brésil. À l'âge de 23 ans, je suis allé au Canada. Oui, comme je t'ai dit, mes parents ils ont fait partie du programme de migration. C'est un processus qui ça a pris quand même 2 à 3 ans. Ils ont commencé dans les 2009. Puis les résultats de tout le processus, c'était après 3 ans quand même. À cette époque, les migrations c'était plus facile pour les personnes qui n'ont pas comme un profil professionnel comme maintenant, où la langue s'est demandée comme l'anglais, le français, ou une profession comme la programmation par exemple. D'accord. Apparemment, on était accepté à cause de qu'on a une famille. Puis mes parents ont 3 enfants avec un âge que c'est parfait pour les Canadiens. Parce que habituellement, les profils comme nous vont facilement s'intégrer dans les systèmes canadiens, ils commencent à travailler ou faire de la famille, puis c'est ça l'objectif de l'immigration. Oui, c'est de peupler le Canada. Oui, exactement. Si je ne trompe pas, le taux de mortalité c'est plus élevé que celui-là de la natalité. Donc, au Canada? Ah oui, oui. Au Canada. Donc ça veut dire que pour maintenir une population stable, il faut avoir de l'immigration. Oui. Donc on a profité de ça. Moi je te dis, dans les dernières 10 années, mes parents ont été capables de construire plus que dans toute sa vie, 45 ans en Colombie. David voyage avec sa femme, Catalina, et leurs petites sœurs respectives, Anna et Sarah. J'échange avec beaucoup de plaisir avec Anna, qui, comme David, est passionnante et passionnée. Elle a grandi au Québec et parle avec le bel accent de la belle province. La famille, c'est un pilier en Amérique latine, et évidemment, c'est une base de la société colombienne. Lorsque tout est loin ou lorsque tout est dur, la famille reste à la fois le premier et le dernier endroit où l'on fait groupe, et le premier et le dernier rempart entre l'individu et la violence du dehors. Toutes les personnes ici en Colombie ont une histoire vraie qui se ressemble en général. Beaucoup de familles sont affectées par la guerre. Une guerre qui commençait dans les années 60, approximativement 60-70, des guérillas qui se sont formées pour faire face au gouvernement. Un gouvernement qui à cette époque était un peu une sorte comme de dictateur. À un moment donné, les groupes de guérillas ils ont perdu comme son objectif principal, puis ont devenu juste comme des terroristes qui font du narcotrafic.
Ça, c'était avant ta naissance. Oui, avant ma naissance. Mais ça impacte toutes les familles. Parce que ça fait que toutes les grandes-mères de toutes les personnes colombiennes, en général, sont des personnes qui sont déplacées, qui ont perdu ce territoire à cause de la guerre, qui ont dû migrer vers les villes ou vers des autres petits villages. D'accord. Ça, c'est le cas pour mon grand-père, qui a perdu sa terre, il s'est déménagé vers un autre village en cherchant de meilleures opportunités. Pour ses enfants, mon père, aller à l'université, c'était une chose que c'est impossible, je dirais, à cette époque. Donc moi, je t'ai dit, quand mes parents se sont connus, j'ai vécu une vie un peu difficile. Parce qu'ils n'avaient pas comme une maison, ils ne gagnaient pas beaucoup d'argent non plus. Donc on habitait avec ma grand-mère. D'accord. Pendant mon enfance, dans un petit village qui s'appelle Funza, proche à Bogota. Jusqu'à que j'avais l'âge de entre 2 et 3 ans, ils ont décidé de se déménager ensemble. Donc on vivait dans imagine comme une maison où tu as beaucoup de familles, puis on partage la cuisine et la toilette. D'accord. Puis on avait juste une chambre pour nous 3. D'accord, ok. Après, ma soeur est née, Paola. Puis là, je me rappelle finalement, on a eu comme un appartement privé avec notre propre toilette et cuisine. De l'autre côté de la table, je crois comprendre dans les yeux d'Anna, qui, autant que moi, écoute David parler, qu'à chaque fois, elle prend plaisir à réapprendre un peu cette histoire qui est la leur. Et dans ce rapide récit, à travers les époques, aucun détail n'est superflu. Et David est très conscient qu'en racontant sa famille, il raconte surtout son pays. Oui, après, l'économie de ma famille s'est commencé à améliorer. Ma mère a commencé à travailler dans la banque. Mon père aussi dans la chambre de commerce de Bogota, comme un caissier. Puis ma mère a décidé d'aller à l'université aussi, était payée par la banque. Puis c'est intéressant parce que quand j'ai fini mon école, elle a fini aussi ses études universitaires. Puis en même temps, ma mère a tombé enceinte. Et c'est à ce moment où Sophia est née. J'étais dans les premières années à l'université. Ok. Et tu étais le premier de ta famille à aller à l'université? Du côté de mon père, oui. Ça, c'est une chose que j'aime beaucoup. Parce que c'est comme, tu vois toute l'évolution d'une famille qui commence de zéro, parce qu'il a perdu tout à cause de la guerre. Puis de petit à petit, à fur et à mesure, il a réussi à améliorer sa situation économique. Donc mon père, je te dis, n'a jamais imaginé aller vivre au Canada, parce que c'est une personne qui a grandi dans la campagne. Ouais. Pour ma mère, c'est différent. Ma mère, elle vient d'une famille qui est plus exigeante, mais aussi sa grand-mère, c'est une personne qui a perdu, encore une fois, qui était déplacée à cause de la guerre. De l'autre côté de ma femme, sa grand-mère aussi, c'est une personne qui a perdu sa terre à cause de la guerre. Puis même elle, son oncle, il était tué par l'armée colombienne. Les frères de ma mère, ils étaient tués par la FARC ici. Par l'armée colombienne parce que durant une opération contre... C'est deux histoires différentes. Les frères, les pères de ma femme étaient tués par l'armée parce qu'ils faisaient partie du M19. C'est une personne jeune intéressée pour le mouvement de révolution de l'époque. Puis à un moment donné, il était capturé par l'armée et il s'est fait torturer. Ouais. Puis la femme à lui, on n'a jamais trouvé les corps. Et lui, on l'a trouvé dans une fosse. D'accord, ouais, ok. De notre côté, pour ma mère, son frère, que c'était une personne intéressée pour faire les touristes en général, travaillait pour une compagnie de tourisme. Et en faisant un voyage pour connaître un territoire dans les sud du pays, il était confondu comme une personne de l'armée. C'était pas vrai. Un espion ou Oui, comme une sorte d'espion. Puis la FARC a décidé de tuer lui. Ces jours-là, ils ont tué 12 personnes.
Los trajimos aquí a Bogotá, los enterramos en Jardines de Paz algunos, otros en el Cementerio del Sur y Pablo Emilio en el Cementerio Central. Los del colectivo Alvear nos dijeron que teníamos que ir algunos familiares hasta Los Pozos. N'importe qui, ils vont te raconter toujours des histoires liées à la violence du pays. Ça fait que nous, c'est un peu, comment on dit, dommage, parce qu'on est habitué d'une certaine manière à vivre dans la violence, dans les dangers. Pour mes parents, mon parent, ils ont vécu tous les terroristes de l'époque de Pablo Escobar aussi. Je me rappelle. Oui. Ouais, Et dans les années 80, du coup. Oui, dans les années 80, ils racontent quand, par exemple, Pablo Escobar, des fois, il faisait des, comment tu dis, attentats. Attentats? Oui, des attentats. Comme mettre une bombe. C'est ça passe, d'accord. C'était courant? Ouais. Mais je me rappelle, mon père, il me raconte des fois comment attendre les bruits des bombes à Bogota, que la glace des fenêtres. Ouais, non, la glace des fenêtres. Oui, les vitres. Les vitres des fenêtres, juste break out. Ouais. Ouais, en face de lui à cause des bombes. Et ça c'est des histoires dans lesquelles tu as grandi. Mais toi, en grandissant, tu as été dans un climat, dans une ambiance que tu te rappelles comme dangereuse ou pas du tout? Moi, je dis qu'on a toujours un danger. Instinctivement, même si je prends l'autobus et j'essaie dans l'auto, on sent toujours ces dangers. C'est une chose avec laquelle tu apprends à vivre. Même maintenant? Ouais. Ouais, à un moment donné, ça peut arriver quelque chose ici dans la ville. D'accord. Parce que tu sais jamais, il y a l'armée ici à côté, ça veut dire qu'il y a un danger proche. D'accord. Mais c'est vrai que actuellement, ça s'est diminué beaucoup à cause de les négociations de la paix, je dirais. C'est un programme, une initiative gouvernementale pour améliorer les conditions des personnes de l'armée puis les remettre à la société. Donc actuellement, beaucoup de personnes ont commencé des programmes pour vivre comme des civils. Parce que la guerre, il n'y a pas de sens à la fin. La guerre civile oppose alors deux camps irréductibles. D'un côté, les forces armées révolutionnaires de Colombie, les FARC, principale guérilla communiste, ainsi que l'armée de libération nationale, ELN en espagnol, également d'obédience communiste. Et de l'autre, l'armée et les milices paramilitaires. Quand on dit la guérilla, ouais, guérilla, il y en a beaucoup. On parle des FARC. On parle des FARC et les ENE et paramilitaires. Ah oui, il y a les M19, ça c'est une quatrième guérilla. Donc, l'Amérique latine, il y a beaucoup de guérillas. Les guérillas, normalement, sont fondées par des personnes qui habitent dans le secteur plus à la campagne, rural, on peut dire comme ça. Oui, les paysans. Oui, les paysans, oui. Les guérilleros, c'est d'abord des paysans? Les guérilleros, quand on dit les guérilleros, on parle de qui? Donc guerrilleros, mais ça fait n'importe qui guérilla. Mais il faut les classifier. Donc il y a les M19, c'est un guérilla qui était fondé par des étudiants, par des penseurs, des idéologues dans la ville. C'est un guérilla urbain, on peut dire comme ça. Tandis que les autres guérillas sont un peu différents. Puis cette guérilla était très très connue parce que ce mouvement il a réussi à attirer beaucoup l'attention de beaucoup de personnes à cette époque. D'accord. La toma del Palacio de Justicia, c'est un événement très important dans l'histoire de la Colombie. D'accord. Parce que ils ont décidé de prendre le pouvoir du palais de justice par la force, mais l'armée y a rentré avec des tanks de guerre. Puis l'armée, à ce moment, il a juste attiré aux membres de M19 et aussi vers les civils. Et en même temps, ils ont détruit beaucoup de preuves de corruption et des affaires comme ça.
Qui était dans le palais de justice. Qui était dans le palais de justice, exactement. C'est un Donc événement. ils ont profité de la présence de M19 Ouais, pour détruire plus que nécessaire. exactement. Ok. Oui, Ils à sont- ce moment, c'est intéressant parce qu'il y a la ministre des Communications pour éviter que les notices, que les nouvelles se propagent pour la Colombie. Il a juste commencé à, comment tu dis, émettre, transmettre un jeu de football. Pendant Donc, l'attaque du Pendant palais de l'attaque justice, du palais de justice, le gouvernement il a décidé juste de transmettre un à la ancien télévision. jeu de football dans la radio pour dans la éviter radio. que la nouvelle se transmette dans la population. Incroyable. Donc c'était comme une stratégie pour maintenir Oui. tout caché. Les personnes, il y a des vidéos où tu peux voir les personnes sortir du palais de justice vers une autre maison, guidées par l'armée. Mais après, toutes les personnes qui sont guidées par l'armée, on les a trouvées tuées, mortes, puis on ne connaît pas la cause actuellement de pourquoi ils ont fait ça. Esa búsqueda infatigable de saber a dónde va, encendió los sentimientos de amor por la libertad y aferrados a una espada. À un moment donné, les M19, il va réussir à faire un accord de paix avec les pays. Puis, ensemble avec le gouvernement, ils vont commencer une nouvelle constitution qui va maintenant intégrer les peuples Ah oui, c'est ce que tu indigènes, disais. afro, Ok. qui s'appelle la constitution de 91. Ok. C'est une constitution plus complexe et améliorée. Puis le leader du M19, Carlos Pizarro, Oui. il va devenir un candidat présidentiel puis va être tué. Y pienso que todos juntos hemos llegado con satisfacción al final de un proceso intenso, un proceso que ha tenido dificultades, pero donde se ha puesto a prueba la capacidad de unidad de los colombianos. Tengo la certeza de que Colombia está contenta. Tengo confianza en que este paso abrirá una compuerta para una paz mucho más grande, mucho más incluyente, que de alguna manera reúna a la familia colombiana en el futuro. Tu vois, quand tu étais petit et après que tu sois né, il restait les FARC Ouais, et les, il reste les FARC. paramilitaires. Ouais, les paramilitaires, c'est une autre histoire. On avait dit que c'était des terroristes Ouais, très c'est des violents, terroristes très dangereux. Très violents, très dangereux, parce qu'ils n'ont pas comme Au moins, la FARC, même quand ils sont des terroristes, ils ont une idéologie marxiste ou de révolution. Mais les paramilitaires, c'est des personnes qui se sont armées par eux-mêmes pour se défendre de la FARC puis de l'armée. Ok. Mais une fois que tu as des armes, tu vas Tu t'arrêtes pas. Ouais, tu t'arrêtes pas, tu en profites ça pour faire du terrorisme aussi, puis faire de l'argent de façon illégale. D'accord. Donc les paramilitaires, c'est toujours très lié à la culture du narcotrafic, donc à tous les groupes comme des cartels. Donc il y avait deux cartels à cette époque, il y avait le cartel à Medellín puis le cartel à Cali. Le cartel de Medellín, c'était à Pablo Escobar, puis je ne me rappelle pas le nom du gars je crois que c'est Rodriguez Orejuela. Ouais, c'est Rodriguez à Cali. Je me rappelle pas exactement les noms. Dans toute l'histoire, il y a un personnage très connu, c'est un ex-président de la Colombie entre l'année 2002 jusqu'à l'année 2008, Álvaro Uribe. C'est une personne qui, à cette époque, qui était comme le directeur de l'aéronautique nationale. Aéronautique. Ah oui, oui, tu m'avais dit, oui. Aéronautique. Aéronautique, oui, d'accord. Puis lui a donné beaucoup de licences de construction de pistes pour les avions en Ah oui, c'était bénéfice pour ça, de personnes liées au cartel du narcotrafic. Donc ça allait donner à lui une position importante. Et un point de l'histoire, l'AS FARC, je crois qu'il va faire un attentat où son père va être tué. D'accord. Puis
que lui, il va prendre vengeance, on peut dire vengeance, merci. En vengeance, D'accord. qu'il va d'une certaine manière profiter les groupes armés paramilitaires de la Colombie. D'accord. Ok. Donc c'est ça qui va se passer dans les prochaines. Donc tu vas avoir un conflit de las FARC, les paramilitaires. Il y a une autre guérilla marxiste un peu, c'est les ELN, Oui. c'est les Ejército de Liberación Nacional. Actuellement, ça existe. D'accord, ok. C'est les uniques qui manquent, les plus grandes guérillas actives actuellement. D'accord. Mais actuellement, le gouvernement, étant donné que Gustavo Petro, l'actuel président, c'est un ancien membre du M19, il veut construire la paix encore. Donc ils sont... Il y a comme une trêve Oui, il y a comme une trêve dans laquelle ils ont juste arrêté de faire des attentats. depuis le début de l'année. Oui, depuis qu'il a gagné les élections présidentielles pour faire un nouveau traité de paix. Ok. C'est difficile à faire un traité de paix parce que les personnes sont habituées à gagner beaucoup d'argent à cause du narcotrafic Oui. ou juste l'extorsion, on peut dire, des Et personnes. ils n'ont pas envie de faire un petit travail Ouais, pour imagine, gagner. tu viens changer ta vie pour gagner pas le même montant d'argent. Donc, le gouvernement ne va pas offrir les mêmes qualités de vie à ces personnes, mais d'une certaine manière, ils vont réussir à négocier ça. Comment ça va se passer, on ne sait pas. En écoutant entre les lignes, je devine une évidente sympathie pour la figure qu'incarnait Carlos Pizarro et ce qu'incarne aujourd'hui Gustavo Petro, la promesse d'un renouveau politique marxiste ou au moins de gauche en Colombie. Petro a été élu en début d'été, et je lis dans leurs yeux combien tout est encore frais. L'espoir est neuf, mais la peur aussi, celle du coup d'État, de l'assassinat, la peur en fait de voir voler une nouvelle fois en éclats la victoire du progrès. Quand Gustavo Petro est devenu président, la personne qui va mettre l'échappe présidentielle, c'est Maria José Pizarro, la fille de Carlos Pizarro, celui-là qui était tué pour l'M19. Parce qu'actuellement, elle est un membre du Sénat du Congrès de la Colombie. Ok. Puis c'est un moment comme très fort pour l'histoire colombienne parce qu'il va La juste fille de donner... Pizarro qui a Oui, la donné fille de l'écharpe Pizarro. à un Exactement, ancien des Gustavo M19. Ouais, comme un représentant de son père. C'est très... C'est comme un symbole parce que lui, c'est le premier président de gauche qui a le pays dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire. Dans toute l'histoire, oui. Il y a 200 années, tu vas voir, il n'y a pas de... Mais les pouvoirs, c'était toujours dans les classes plus élevées, on peut dire comme ça, comme les classes Oui, bien sûr. Bien sûr. qui ont plus d'argent. Donc, je pense en Colombie, il y a comme un sentiment d'espoir à ces moments. Ça se sent beaucoup. Ouais. Oui. Je te dis, même à l'extérieur. Même pour les personnes d'extrême droite, ils ont comme les mêmes sentiments. Parce que les anciens présidents, ils ont pris tellement de mauvaises décisions que ça fait que ça cause un changement de pensement général sur toute la population. Il y a une histoire d'élite colombienne quand même assez puissante qui ont toujours évité un basculement à gauche, comme il y a eu d'ailleurs dans d'autres pays d'Amérique latine, dans certains pays voisins de la Colombie. Et c'est donc quelque chose de très nouveau qui se produit en Colombie. Tu aimes la manière dont le reste du monde voit la Colombie? Non, pas du tout. Mais ça dépend. Mais souvent, je me trouve avec des personnes avec laquelle la première chose qu'ils vont mentionner, c'est tous les problèmes des narcotrafics qu'on a vécu. Ouais. Mais je trouve ça très dommage. Donc moi, j'aime beaucoup faire les parallèles avec l'Allemagne. Si tu connais une personne qui vient de l'Allemagne, est-ce que tu vas parler immédiatement Oui, sur ça les serait nazis? trop triste, oui. Non, tu ne le fais pas parce que c'est un tabou. Ça doit être la même chose avec
le narcotrafic pour les Colombiens et les blagues liées à Pablo Escobar et la cocaïne. En général, je crois que c'est un peu comme les N-word en anglais, où les personnes de couleur peuvent l'utiliser entre eux. Moi, comme Colombien, je peux faire des blagues avec des autres Colombiens ou des Mexicains. Sur la des cocaïne, blagues sur la cocaïne, oui, parce que c'est notre culture, puis on comprend qu'il y a un dollar sur ça. Et en même temps, on peut faire une blague. C'est pas bon ça, mais je me sens à l'aise si je fais une blague avec des collègues. Mais je ne sais pas à l'aise si une autre personne le fait avec moi, qui n'est pas de ma culture. Ça ne va pas marcher. Mais pour moi, ça fait partie d'un discours violence, xénophobique aussi. Donc, les mêmes blagues, je peux faire. Je dis ça parce que je fais la blague des fois avec des Mexicains et ça marche. Parce qu'ils ont vécu la même réalité d'une certaine manière. Soy el fuego que arde tu piel, soy el agua que mata tu sed, el castigo. Ouais, tu vois sur Netflix, de Pablo Escobar ou des cartels. Ou... Ça fait du mal à la Colombie, ça, tu penses? Ouais, parce que ça crée une image où les personnes qui vont investir ici, ils ne veulent pas. Les personnes ont peur, le tourisme, ça va se réduire. Puis nous, comme Colombiens, c'est une étape qu'on n'est pas capable de dire, comment tu dis, surmonter, oui. On ne peut pas surmonter sur cette étape qui était passée depuis longtemps. Et ça fait que les personnes jeunes s'intéressent plus à faire des activités illégales en lieu d'aller à l'université. D'accord. Donc si tu, comme un enfant, tu vois que Pablo Escobar c'est un héros, Bien sûr. c'est sûr que ta manière de penser dans le futur, ça va être pas la meilleure. Donc ça impacte beaucoup dans la population, je crois. David et Anna sont arrivés au Québec une dizaine de jours après notre rencontre. J'espère les y retrouver lors de ma prochaine exploration canadienne, mais ceci est une autre histoire. D'ici là, il nous reste beaucoup à découvrir, et nous reprenons la route de notre côté, la tête un peu plus pleine et le cœur un peu plus colombien. L'autre chose que je te disais, c'est qu'en général, je considère que l'Amérique latine, c'est des pays qui sont trop jeunes dans l'histoire du monde. Parce qu'on est les produits d'un mélange entre les Africains, les Indigènes et les Européens. Donc, tous ces mélanges sont les Colombiens en général. Puis l'histoire, ça commence vraiment depuis 200 années quand on déclare notre indépendance. Donc, dans ces sens-là, on vit des processus que des autres pays ont déjà vécu. Comme j'avais les parallèles entre France et les droits humains. Oui. La carte des droits, je sais pas si Il y a 200 ans de différence. Exactement. Nous, c'est 1789 et vous, c'est 1991. Exactement. Je crois que c'est comme le meilleur parallèle que je peux trouver. Parce qu'il y a un gros changement dans ces jours-là. Toutes les communautés qui sont comme afro-indigènes de la Colombie, ils ont finalement eu une représentation en face du gouvernement. Il y a beaucoup de choses à améliorer actuellement. Mais c'était le début de ça. L'autre aspect intéressant, c'est la révolution. À l'Amérique latine, toutes les révolutions sont violentes. Mais il y a des autres manières de faire de la révolution. Tu peux faire la révolution avec l'éducation, avec la société. Et c'est ça qui manque, je crois, à Colombie. Une révolution qui privilège les droits de la société en général, la santé, la culture. Oui, bien sûr. Mais je crois que ça va y arriver. No vuelvas a decir jamás que triunfando en la vida mi cosas de fortuna fue cosa del amor, porque si apuestas una vez y pierdes la partida, pues juega la ruleta y en su rueda roja cada solo si apuestas al amor, cuántas traiciones
cuántas tristezas, cuántos desengaños te quedan cuando el amor se aleja, como esas noches negras, sin luna y sin estrella. Amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vale? Principio de la actual filosofía. Amigo, no niegue la partida, movemos este trato, brindemos por la vida. Brindemos por la vida, pues todo es oro,